T'es allé dans combien de pays différents? Enfin, je m'étais noté... T'as fait 15 jours d'immersion chez les Pygmées. T'as fait de l'avion de chasse. Plus que ça? Ouais, on est resté un mois. Un mois dans la forêt. Ouais, on était un mois. Pour une émission? Oui, mais c'était une émission spéciale. C'est-à-dire que on l'a découpé, cette émission. C'était un prime à l'origine qui faisait 2 heures. 2 heures d'émission qui était sur la gestion des forêts en Afrique. Et les populations qui habitent les forêts, etc. Et tout. Et donc, on est parti tourner même exactement 5 semaines non-stop pendant tout l'été, pendant tout le mois d'août. Je me souviens, c'était la meilleure période pour nous. Et ensuite, on a tiré de ce prime 3 émissions de mémoire, une émission sur la gestion de la forêt en Afrique, une émission propre consacrée au peuple pygmée. D'ailleurs, il serait pas content de nous entendre parce que c'est pas le mot consacré, mais on l'appelle toujours comme ça, si tu veux, pygmée. Ouais, mais il y a les Baka, il y en a plein. Pygmée, c'était un terme un peu générique. Colon. Colon. Tu vois, les petits hommes, pas plus haut que le bras, quoi. Donc, mais qu'importe. Ce que je veux dire, c'est que on voulait raconter aussi la culture. Et les souffrances, d'ailleurs, qu'ils ont, parce que quand ils sortent de la forêt, ils sont très maltraités. Ils sont des esclaves. Et on a fait une 3e émission aussi sur le bois. Donc on l'avait coupé un peu, mais on a passé beaucoup de temps dans la forêt. Mais ça, c'est le moment qui est génial. Hein. Sauf que la forêt, au bout d'un moment, surtout quand en pleine période de pluie et tout, t'es content d'en sortir pour prendre un rayon de soleil. Ça te réchauffe un peu parce que c'est très, 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 très humide. Et travailler dans ces conditions-là, y compris avec les équipes, le matériel et tout, c'est pas simple, mais c'est génial, quoi, parce que là, tu t'immerges. T'as nagé avec les baleines? Ouais, mais ça, je sais pas. Il y en a plein qui le font. Ouais, non, mais d'accord, mais toi, c'est pas qu'il y en a plein qui le font. T'as fait de l'avion de chasse, tu vois. Il y en a plein qui le font. Ouais. Mais toi, t'as tout fait. C'est ça qui est fou. Pas tout. Il y a un truc que je vais faire bientôt que j'ai pas assez fait parce que ça nous coûtait cher en déplacement. Je vais partir dans le Grand Nord, dans l'Arctique, là bientôt. Avec un aventurier qui s'appelle Nicolas Dubreuil, qui connaît très bien, qui vit dans le nord, vraiment le nord, un village du nord du Groenland. Ça, j'ai pas beaucoup fait. Sinon, franchement, c'est la chance avec cette émission, c'est que tu peux tenter plein de choses, des fois dans le domaine plus technique. Des fois, bah ouais, tu fais, mais c'est même bête à dire, mais il y a une époque, alors on peut plus le faire maintenant, mais on avait aussi une grande liberté, même au niveau des conditions de travail et des conditions de production. Et sincèrement, j'ai jamais eu l'impression de prendre énormément de risques pour ma vie, mais il y a des choses qu'on pouvait faire à l'époque qu'un journaliste peut plus faire aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que j'avais fait des émissions sur la Tour Eiffel, je descendais la Tour Eiffel en rappel. Bon, pas tout seul, mais avec l'équipe du Grimpe à l'époque, qui sont les pompiers, quoi, si tu veux. Bon, à la fin, en 2012-2013, quand on a fait la dernière émission sur la Tour Eiffel, parce qu'ils avaient fait plein de chantiers et tout, j'avais à peine le droit d'aller dans les escaliers, quoi. Pour des raisons de production, d'assurance, de trucs. Donc on pouvait faire des choses super. Aujourd'hui, c'est pas simple pour un journaliste d'aller dans un avion de chasse. Déjà à mon époque, c'était pas simple. Avant, il fallait que je passe plein de contrôles, des radios, du dos, je sais pas combien de clichés. Au cas où j'aurais eu besoin de me servir de mon siège éjectable, il fallait avoir le constat de l'état de mon dos avant le vol. Faut pas qu'ils te disent que... voilà. Enfin, faut pas que tu dises que c'est eux qui t'ont cassé le dos. Voilà, ou pour dire, bah ça c'était avant, après c'est ça. Et il y avait beaucoup de liberté là-dessus. Mais en même temps, on était toujours prudents. Moi, je faisais gaffe. Plonger avec les baleines, faut faire gaffe. Elles sont gentilles, les baleines. Ouais, mais les baleines à bosse, faut faire très attention aux nageoires parce qu'elles sont pleines de coquillages et tout, qui ont plein de virus, de bactéries, de machin. Faut faire gaffe. Faut être prévenu. Plonger avec les requins, faut pas faire n'importe quoi. Donc faut écouter les scientifiques qui sont avec toi, les plongeurs qui ont l'habitude. C'est des briefs avant. Et là encore, tu apprends plein de choses. Tu dis, ok, je fais gaffe à ça, je fais pas ça et tout. Et ça, c'est vachement intéressant aussi. Ça, c'est super à faire. T'as grimpé, t'as marché, t'as fait de la rando, je sais même pas comment appeler ça, sur l'Etna pendant une éruption. Ouais, mais alors ça, c'était un coup de peau terrible. Hein. Ouais. Enfin, ça se prévoit pas trop. Oui, j'imagine. C'est-à-dire qu'on avait prévu de faire bien évidemment une émission sur l'Etna et en même temps sur les volcans des îles éoliennes, Stromboli. Stromboli, t'es à peu près sûr de voir une éruption à chaque fois. Tu es à peu près sûr. En plus, c'est une belle balade d'aller là-haut, c'est magnifique, c'est très accessible.
était à peu près sûr de voir une éruption du Stromboli. L'Etna, non. Et puis quand l'Etna entre en éruption, ça envoie. Hein. Et en fait, moi je suis parti sur l'Etna parce qu'on était prévenu qu'il y avait une coulée de lave. Donc on s'est dit, ok, coulée de lave, le temps d'aller en Italie, de monter sur l'Etna avec le guide, ce qui était prévu et tout, on va avoir la coulée de lave, sauf que pas de peau. On arrive sur l'Etna, plus de coulée de lave. Ok, bon, on est là, on fait l'émission, donc on va se balader, et puis on avait des temps de production qui étaient quand même réduits pour des problèmes de coût, parce que ça coûte cher, t'emmènes des équipes techniques et tout, donc on avait, encore une fois, 3 jours, peut-être 3 jours et demi sur l'Etna. Et l'Etna, s'était rendormi. Et on devait partir enchaîner tout de suite sur le Stromboli. Et puis, je rencontre un scientifique que j'avais interviewé la veille sur l'Etna, un spécialiste qui étudiait les fumées. Parce que dans les fumées, tu vois plein de choses sur l'activité du volcan. Et je le croise dans l'après-midi sur l'Etna, et il me dit « Faut pas partir, hein, ça va péter !» Je dis, ouais, mais attends, t'es sûr comment? Il me dit, oh, non, pars pas, ça va péter. Et j'en parle à la directrice de prod qui était avec moi sur le terrain. Je dis, attends, il nous dit ça, on peut pas partir. T'imagines si ça pète? Elle me dit, bah oui, mais Fred, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus rien, et tout. Et en fait, je gagnais du temps. Et le soir, on était en train de manger, je me souviens toujours, dans un village sur l'Etna, et le gars m'appelle d'un seul coup en disant, c'est parti. Et là, ils passent nous prendre, l'équipe scientifique passe nous prendre avec leur 4x4. On monte quasiment au pied du cratère nord, parce que c'est celui-là qui rentre le plus souvent en éruption. Et là, on a un grand plateau devant nous qui fait à peu près, c'est un désert, hein, de cailloux, hein, qui fait à peu près 500 mètres de long. Là, tu as le cône de l'Etna qui monte devant toi, et il est minuit à peu près, à peine minuit, et ça commence à cracher. Ça commence à partir. Et ça a craché jusqu'à 7 heures du matin. Et à un moment donné, l'Etna est rentré dans sa phase, ce qu'on appelle de paroxysme. C'est-à-dire, c'est le moment où c'est comme un chalumeau. C'est une période qui a dû durer peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Ça gicle à 500 mètres de haut, ça t'envoie des trucs. Et nous, on était sous une sorte d'abri, tu vois. Et on avait ce spectacle sous les yeux. Mais on n'a pas arrêté de filmer, on a même bien plus filmé. Et donc la séquence n'était pas prévue. Mais moi j'étais avec un volcanologue qui était là-bas avec nous à l'époque. Et on a tourné, on a filmé, on a raconté l'histoire et tout. Et sérieusement, au lever du jour, il a ramené sa cheminée comme ça, l'Etna. Pouf, il nous a craché des gros nuages noirs et tout. Et ça s'est arrêté là. Bon endroit, bon moment. Incroyable, mais ça tu peux pas le prévoir avant. C'est pas imaginable, quoi. Faut être là à ce moment-là.